Cher Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Monsieur l'ambassadeur du Maroc en France, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les présidents de région du Maroc et de France, Monsieur le Président délégué, cher François Bonneau, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de l'Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau, alors je ne l'ai pas encore vu, mais il va nous rejoindre, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur le Président de Césaire de France, cher François Desgrottes, Mesdames et Messieurs les représentants des Césaires, très chers partenaires, nombreux, merci de ce partenariat. Monsieur le maire d'Orléans, cher Olivier Carré, à mon tour de remercier la collectivité et te remercier toi pour ton accompagnement pour ces rencontres. Mesdames et Messieurs, nous sommes très honorés que pour la seconde fois de suite, le Premier ministre vienne devant les régions de France et devant la communauté des acteurs des régions, élus, représentants des Césaires, agents de collectivités, partenaires, et ils sont nombreux à être présents à l'occasion de notre congrès. Nous le prenons comme un signe de reconnaissance de notre action et l'expression d'une volonté d'un dialogue direct et en confiance. Monsieur le Premier ministre, je vais vous en remercier très sincèrement et saluer chaleureusement la présence de Madame la ministre du Travail avec qui nous entretenons des relations tout à fait fructueuses. Et cela a été un plaisir d'avoir avec nous hier soir Madame Laura Flessel, ministre des Sports, notamment pour la signature d'une convention sur la gouvernance du sport de haut niveau. Je remercie aussi la délégation marocaine, Monsieur l'ambassadeur du Maroc en France, les présidentes et présidents de région du Maroc, avec les présidents et présidentes des régions de France qui vont signer tout à l'heure une convention. Le Maroc est en pleine refonte de l'organisation administrative et politique. Il y a une refonte des collectivités régionales dont on diminue le nombre, dont on augmente considérablement les conséquences. Il y a des débats sur la mise en œuvre de ces politiques, notamment des débats autour des finances. Et nous serons ensemble pour évidemment porter ces sujets. Mesdames et Messieurs, nous vivons aujourd'hui un moment particulier. Nos régions, dans leur nouvelle forme, avec leurs nouvelles compétences et, pour beaucoup, leur nouveau périmètre, vont avoir bientôt 2 ans. C'est encore court. Mais dans ce temps, elles ont relevé, partout en France, les défis que leur fixait la loi NOTRe. Cela a été, pour nos exécutifs, comme pour nos équipes, tant politiques que techniques, un engagement de tous les instants. Défi de la fusion et de la nouvelle organisation territoriale qui a imposé, lorsque 2 ou 3 régions se rejoignaient, d'harmoniser les dispositifs et de définir des politiques publiques cohérentes à l'échelle du nouveau territoire. Ce n'est pas une mince affaire. Défi pour toutes les régions cette fois, des nouvelles compétences liées tant au transport scolaire et interurbain qu'au schéma prescriptif et la montée en puissance des régions dans le domaine du développement économique. Les régions sont des collectivités en mutation, agissant de plus en plus en proximité, sans renoncer à une lecture de leur action en termes de stratégie territoriale. Défi des économies, et elles sont bien réelles. Elles résultent à la fois d'économies nettes dans nos dépenses de fonctionnement et d'optimisation des dépenses d'intervention, notamment par un effet de taille qui n'est pas neutre. Je donne un chiffre, mais chaque région pourrait le faire. Dans la région Grand Est, sur les 5 ans, on imagine que cela représente une économie d'environ 1 milliard d'euros. C'est quand même pas rien. Les régions ont toujours trouvé normal de contribuer à l'effort de réduction de la dépense publique. Et nous y avons pris notre part, bon gré mal gré, tant l'application souvent brutale de baisse des dotations sous le quinquennat précédent a entamé nos capacités d'investissement et d'intervention. D'une manière globale, vous le savez, cela a été relevé par la Cour des comptes. Les collectivités sont, des 3 niveaux, celles qui ont le mieux respecté l'objectif de réduction de la dépense publique. Je le rappelle parce qu'on n'en est pas suffisamment conscient. Il y avait le projet de réduction de 50 milliards des dépenses publiques. Sur ces 50 milliards, 11 milliards devaient être faits en économie sur les collectivités, 18 sur la sécurité sociale et 21 sur l'État. Sur les 11 prévus pour les collectivités, 10 milliards ont été réellement économisés. Sur les 18 prévus pour la sécurité sociale, 13 ont été réalisés.
sur les 21 demandés à l'État, 5 ont été réalisés. Mais surtout, aucun président de région n'a attendu que le ministre du Budget le somme de faire des économies. Je veux dire, je n'ai pas attendu Gérald Darmanin, un ami, Monsieur le Premier ministre, me dire il faudrait qu'on essaye de gérer pour faire des économies. Je vais vous faire un aveu, ça fait quelques années que j'essaye de le faire. Et permettez-moi de le dire, en plus, il y a des résultats derrière. Ce n'est pas les promesses, c'est la réalité. Je prends le compte administratif 2016. On a réussi en termes de ce qu'on appelle les excédents de fonctionnement, la marge brute. On a progressé, on était à 17,7, on est passé à 18,5. Ça fait qu'1% de marge brute de gagné, c'est-à-dire 1% d'excédent de fonctionnement en plus, sans avoir évidemment pu augmenter la fiscalité, puisque j'en suis pas maître. Gagner 1% de fonctionnement en plus dans les excédents, c'est pas si fréquent. Et quand c'est sur 2 milliards, ben ça commence à donner des résultats. Nous sommes donc prêts, Monsieur le Premier ministre, vraiment tous prêts à nous inscrire dans un pacte de confiance qui se traduirait non pas par un nouveau coup de rabot, comme vous l'avez dit, par une ponction autoritaire, comme nous l'avons trop connu, mais par des objectifs contractualisés par collectivité dès lors que les règles sont bien partagées. Il a fallu en faire relever un autre défi, celui des modalités de fonctionnement et de travail entre l'État et les régions. Et ce n'était pas le moindre des défis dans un pays aussi centralisé que le nôtre, un pays où l'idée même de régionalisation se heurte dans l'administration centrale, comme parfois chez certains élus locaux, à l'hostilité des uns et à la frilosité des autres. Nous avons pourtant avancé, pas complètement, pas parfaitement, ni même jusqu'au bout. Mais l'État a commencé à transférer aux régions certaines compétences opérationnelles qu'il exerçait lui-même. Et même si ces transferts se sont plutôt restreints au champ du développement économique, cela augurait un profond changement dans la façon dont nous conduisons les politiques publiques en France. Vous me permettrez de saluer ici la qualité d'écoute que nous avons eue sur ce sujet, en particulier sur la compensation économique avec le gouvernement de Manuel Valls et les avancées qui ont pu se faire, même si la démarche, et vous le savez bien, n'est pas allée jusqu'au bout et qu'il y a un petit peu de trompe-l'œil. Monsieur le Premier ministre, l'Alsacien que je suis vient d'une terre concordataire qui s'inscrit dans le respect de la laïcité. Pour caractériser cela, il est une expression qui m'est chère et que j'utilise de temps en temps. Et je dis, Sainte Odile, patronne de l'Alsace, ne tourne pas le dos à Marianne. De la même manière, en tant que président de Région Trans, je veux affirmer ici que la volonté décentralisatrice des collectivités ne tourne pas le dos à l'État régalien. Nous soutenons la volonté du chef de l'État de restaurer la parole de l'État, de lui donner à nouveau la force et cohérence. Nous avons trop souvent souffert du non-respect de la parole de l'État, notamment pour les contractants État-région et particulièrement pour le volet mobilité, pour ne pas être de fervents partisans d'un discours de vérité. Mais la réaffirmation de la juste place de l'État et de la force de la décision nationale ne doit pas entraîner un phénomène un peu mécanique de recentralisation des processus de décision avec des modalités de concertation qui se limiteraient à l'organisation autour de l'État d'un débat parfois un peu précipité de réunion en réunion. En effet, nous sommes convaincus que la réforme de notre pays passe par une réelle décentralisation, avec d'une part un État stratège qui fixerait le cap, se concentrerait sur ses prérogatives régaliennes et détermine les grandes priorités pour le pays, et d'autre part des régions qui assuraient le pilotage opérationnel des grandes politiques nationales en les adaptant le plus finement possible et le plus efficacement aux réalités des situations des territoires, avec l'ensemble des collectivités, mais en expérimentant aussi de nouvelles solutions et en explorant de nouvelles voies. Il s'agit ici de doter la République d'une nouvelle organisation, pas en posant un nouvel acte de décentralisation, on en a trop connu, ni en provoquant un nouveau chambardement, mais en réformer simplement nos façons de coopérer et de travailler ensemble. Cette idée, Région de France le porte, mais elle est largement partagée par nos concitoyens.
Dans un sondage réalisé ce mois-ci par OpinionWay, 86% des personnes interrogées pensent qu'une meilleure répartition des compétences entre l'État et les régions serait de nature à réduire la dépense publique. 82% estiment que les régions devraient pouvoir mettre en œuvre des politiques publiques pour le compte de l'État. 81% partagent l'idée que les régions sont l'échelon idéal pour expérimenter de nouvelles mesures et 78% pensent qu'il est nécessaire de confier davantage de compétences à l'échelon régional. Voilà la réalité de ce que pensent nos concitoyens. Les Français ont compris que le système institutionnel dans lequel nous évoluons depuis tant et tant d'années est aujourd'hui en panne. Il y a trop de blocages, de verrous, de conservatisme. Le pays a besoin de souplesse, d'audace et d'expérimentation. Et cela ne peut pas venir uniquement de l'État. Le président de la République a affirmé il y a 2 jours à la Sorbonne sa volonté de relancer le projet européen. Nous avons entendu en tendance le projet d'une Europe davantage fédérale. On l'a entendu. Nous soutenons ce discours de refondation de l'Europe. Les régions sont sans aucun doute les plus européennes des collectivités, pas uniquement parce qu'elles sont gestionnaires de fonds européens, mais parce qu'elles sont profondément inscrites dans l'idéal européen d'une construction politique renouvelée et qu'elles réfléchissent naturellement à l'échelle européenne. Aujourd'hui plus qu'hier, qu'elles sont confrontées aux mêmes enjeux sur la place des citoyens dans la construction des politiques publiques et qu'elles peuvent contribuer à renouveler des pratiques à cet égard. Cet idéal européen, c'est également celui d'une organisation laissant une large place au principe de subsidiarité et la répartition des compétences entre différents niveaux. On ne comprendrait pas que ces principes exaltés il y a quelques jours par le président de la République, je parle du fédéralisme européen, ne trouvent pas d'écho dans sa vision de l'organisation territoriale nationale et que nous pourrions avoir à la fois sur l'Europe un discours qui soit un discours fédéral et en même temps nous aurions un discours plus national, plus centralisé, pour notre pays. Vous ne parviendrez pas, Monsieur le Premier ministre, à conduire ces réformes dont la France a besoin en vous privant de ce que les collectivités territoriales, et tout particulièrement les régions, peuvent apporter au pays. Nous voyons bien aujourd'hui la volonté, pour ne pas dire l'empressement, du gouvernement d'investir rapidement de nombreux sujets. Nous sommes conscients de l'urgente nécessité de réformer notre pays et nous en prenons notre part dans nos territoires. Je reconnais volontiers que l'accueil reçu par les membres de votre gouvernement, je veux le dire ici publiquement, est plutôt ouvert et constructif. Donc la relation avec les ministres se passe bien. Et je pense notamment à Madame la ministre du Travail, mais aussi au ministre de l'Éducation nationale, avec qui nous avançons vite. Je pense aussi à tous ces ministres qui sont nos partenaires réguliers, par exemple Gérard Collomb, Jacques Mézard et Julien de Normandie. Oui, parce que ce sont des vrais sujets, que ce soit sur le haut débit, sur l'organisation des pouvoirs dans nos territoires. C'est en ce sens que nous plaidons pour la possibilité d'expérimentation en matière de gestion et de financement des infrastructures de transport. Et d'une manière plus générale, au moment où vous engagez les États généraux de la mobilité, les régions peuvent apporter de réelles innovations, s'inscrivant tout à la fois dans des grands enjeux de développement durable et de transition énergétique. C'est pour toutes ces raisons que j'en appelle à une nouvelle contractualisation, ce que nous appelons des plateformes entre l'État et les régions, qui nous permettrait d'avancer ensemble sur des objectifs communs et de grandes priorités. Et je veux remercier le Président de la République et vous-même, Monsieur le Premier ministre, pour votre accord de principe sur ces plateformes que nous devrons renouveler. Parce qu'une nouvelle période s'ouvre et qu'il est nécessaire de fixer tout à la fois le cap, le chemin et la feuille de route. Parce qu'avec la loi NOTRe, les régions ont acquis un nouveau point institutionnel et politique dans l'organisation de la République et qu'il est devenu indispensable d'en tenir compte. Nous mesurons bien qu'il s'agit là d'un travail qui doit encore se construire et qu'il doit s'inscrire dans le calendrier que le gouvernement s'est donné. Nous sommes prêts à poursuivre ce travail, Monsieur le Premier ministre. Vous avez face à vous des régions gouvernées à droite et d'autres gouvernées à gauche, parfois même qui sont gouvernées au centre. Je crois pouvoir dire qu'aucune ne souhaite l'échec de ce gouvernement. Soyez-en convaincus, car cela signifierait également un nouvel échec pour le pays. Mais cette nouvelle plateforme qui permettra à l'État et aux régions de concourir plus efficacement ensemble à l'intérêt national repose sur un impératif, la confiance. Autant vous le dire franchement, Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a pu donner le sentiment qu'il a rompu cette confiance. Et il l'a fait unilatéralement. Votre ministre de l'Action des Comptes Publics vient en effet d'annoncer que la contribution prévue entre l'État et Régions de France ne serait pas rempli comme nous l'avions espéré. Vous savez que nous avons hérité de la part des départements, et nous le demandions, la compétence économique. Nous nous sommes mis d'accord entre l'État et les régions que cela se chiffrait à 600 millions d'euros de transfert de moyens financiers en parallèle des transferts de compétences. 600 millions que l'État
reverserait aux régions sous deux formes. Un fonds, 450 millions d'euros annuels, et ensuite 150 millions d'euros basés sur la transformation de la DGF en TVA. Je vais d'abord vous remercier, parce qu'on oublie trop souvent quand il y a des différends, de remercier pour ce qui a été fait. Que vous ayez accepté, Monsieur le Premier ministre, le maintien de cette clause qui est la transformation de la DGF en TVA. Ça nous permet, sur la base de la TVA, d'avoir une dynamique, 3% à peu près de croissance par an, sur environ 4 milliards d'euros. Ça fait 100 millions d'euros de plus tous les ans. Vous l'avez respecté, je veux vraiment vous en remercier. Ce n'était pas chose facile. Mais la deuxième, la suppression des 450 millions, c'est-à-dire la suppression de la base, personne ne veut le comprendre. Personne ne le comprendre et nous ne pouvons pas nous résoudre à l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter parce qu'elle aurait de très graves conséquences dans nos territoires. La loi NOTRe a confié la responsabilité économique. Ça veut dire que demain, nous ne pourrons plus accompagner les entreprises dans le développement économique, dans l'innovation, dans l'exportation. C'est quelque chose évidemment qui est très difficile à admettre parce que nos entreprises en ont besoin, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la dynamique de la croissance est en train de revenir. Ce n'est pas au moment où la croissance revient qu'il faut porter un coup d'arrêt. Nous ne le pouvons pas. Et nous ne pouvons pas l'accepter non plus, parce que nous serions les seuls niveaux de collectivité en France à voir ces ressources diminuer entre 2017 et 2018, 450 millions d'euros, et ce en complète contradiction avec les engagements des uns et des autres. Et nous ne pouvons pas l'accepter parce que cette somme correspond à un transfert de compétences acté par la loi, et qu'à chaque transfert de compétences doit correspondre un transfert de moyens. C'est écrit dans ce qu'on appelle la Constitution française, c'est écrit dans la loi fondatrice de notre République, la loi fondamentale. Et nous ne pouvons pas l'accepter enfin parce que le président de la République et vous-même aviez annoncé en juillet votre souhait d'engager un partenariat privilégié avec les régions et que cette décision s'interprète plutôt comme une marque de défiance. Voilà, je voudrais vous dire, je suis un enseignant. Alors je sais bien, ces 450 millions, on peut acter que nous avons des différends. Pour moi, c'est beaucoup plus grave. Nous avons signé ensemble, le Premier ministre et le président de Région de France, un document où nous sommes engagés réciproquement. Les régions de France dans ce partenariat pour développer l'action économique et l'État pour le versement de ses contributions. Si demain, on n'honore pas nos signatures que nous avons mises, pour moi, c'est quelque chose de grave. Je disais, je suis enseignant. Lorsque j'étais enseignant, j'ai toujours mis beaucoup d'applications pour apprendre aux jeunes. Bien sûr, le contenu de ma matière, c'est les sciences naturelles. J'ai adoré. Mais au-delà de cette matière, j'ai essayé de leur transmettre un certain nombre de valeurs. Le respect de l'autre, le respect de la valeur donnée. Comment voulons-nous que des gens qui nous regardent, des jeunes et des moins jeunes, qui voient que nous signons des documents, que nous les paraphons et qu'ensuite nous ne les respectons pas? Pour moi, la signature de l'État, signature d'un Premier ministre, aux côtés de la mienne, qui évidemment a beaucoup moins d'importance, nous oblige au respect de ces signatures. Je sais, Monsieur le Premier ministre, que la situation que vous connaissez n'est pas facile, je le sais. Et elle est sans doute encore beaucoup plus compliquée que ce que nous savons. Et je respecte votre position. Mais nous avons besoin que cette signature soit respectée, Monsieur le Premier ministre. Sachez que nous serons là, de notre côté, et que nous ferons tout pour être avec vous, à aider au redressement de la France. La France a besoin que nous soyons les uns à côté des autres pour construire. Nous passons beaucoup trop de temps à nous chamailler et à déconstruire. Nous avons besoin enfin d'avoir cette volonté d'avancer de concert. Monsieur le Premier ministre, les régions ont envie de le faire, avec vous, avec votre gouvernement, pour nos territoires et pour la France. Monsieur le Premier ministre,